Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. On nous a beaucoup parlé de l'histoire des musulmans de l'Inde. On nous a déjà parlé de l'histoire des musulmans d'Espagne, de l'Andalousie, les musulmans de l'Asie, l'Asie centrale, les musulmans de l'Afrique, Afrique subsaharienne. Il est temps de parler des musulmans d'Europe et en particulier des musulmans de France. Faire un petit topo historique sur l'histoire de la présence de l'islam et des musulmans en France pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en France. Car si vous ne comprenez pas l'histoire, si vous n'avez pas l'histoire, vous ne comprenez pas pourquoi on en est là. Donc on va essayer, Inch'Allah, de faire un petit brassage de la présence des musulmans en France. Alors, vite fait, je parlais du Moyen-Âge, mais ce n'est pas le plus important. La première fois que des musulmans s'installent en France, c'est au 8e siècle. D'accord ? C'est-à-dire à partir de l'an 711, les musulmans débarquent dans ce qu'on appelle l'Andalousie. Ensuite, ils remontent vers le nord. Ils passent une montagne qui s'appelle Jibal al-Burt. C'est comme ça que les musulmans l'appellent. Vous voyez laquelle ? Les montagnes des Pyrénées. À l'est, par Barcelone, et puis ils arrivent à Carcassonne, Perpignan, Carcassonne, ils restent dans le sud de la France, puis après ils vont essayer de progresser, et le point le plus lointain où les musulmans iront, ce sera la ville de Sens, 50 km au sud de Paris. À l'est, ils iront jusque dans les Alpes, ils iront à Bordeaux. C'est une présence furtive dans tout le territoire, sauf dans le sud-est, où ils vont rester à peu près 200 ans. D'accord ? Je crois qu'il y a, il y a 6-7 mois, on a parlé d'une découverte de tombes de musulmans, il n'y a pas longtemps, du côté de Narbonne, là où les musulmans étaient présents. C'est-à-dire avec leurs femmes, avec leurs enfants, les mosquées, et ils vivaient avec les autochtones, les chrétiens de l'époque. Ensuite, il faut attendre bien plus tard que les musulmans à nouveau reviennent, mais cette fois avec le statut d'esclave. Les croisades, donc les musulmans sont faits prisonniers, ils sont acheminés en France, mais pour être des esclaves. Parfois il y avait des femmes, donc automatiquement elles devenaient des servantes et des esclaves, mais ils n'ont pas d'impact et d'influence et ils disparaissent tout de suite. Juste pour la petite histoire, pour les Ottomans, Mohammed al-Fatih avait plusieurs enfants. L'un de ses enfants, qui s'appelle Jam, d'accord, qui est un traître, qui a pris les armes et qui a voulu renverser le sultan, Bayazid. Ensuite, il a été fait prisonnier par les chevaliers de Jérusalem, comment on les appelle, pas les Templiers, les autres. Il y avait les Templiers, les Hospitaliers. Non, d'Aubusson, les chevaliers de Saint-Jean d'Acre. Donc il a été fait prisonnier, ils l'ont donné à la France, et il a été interné dans une tour en France, pas loin de la ville de Dijon. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous allez voir à un moment donné, il y a un panneau. C'est intitulé La tour de Zimzim. La tour de Zimzim. C'est là où le fils de Mohammed al-Fatih, Jam, le traître, a été interné, incarcéré. Et ensuite, il va être livré à la papauté. Et le but, c'était de faire pression sur le sultan Bayazid, moyennant, si tu veux qu'on libère ton frère, et il va mourir, et il va rentrer dans la poubelle de l'histoire, puisque c'est un traître. C'est notre histoire, avec ce cas-là de glorieux et de malheureux. Donc on a des musulmans comme ça qui débarquent. On a surtout, à l'époque du sultan Sulayman le Magnifique, et les accords avec la France, Barberousse, Khairuddin Barbarossa, l'amiral, chef de l'armée de mer ottomane, qui lui débarque à Toulon, Nice, et s'installe là-bas pendant plusieurs mois parce qu'il y avait un traité. Et la France, normalement, devait, avec les Ottomans, en découdre une fois pour toutes avec Charles Quint. Pendant leur période,
de présence en France, ils ont construit des mosquées. On a aussi des musulmans d'Espagne, ce qu'on appelle les morisques, hein, ceux qui étaient sous la pression de l'Inquisition, qui, pour fuir et prendre les bateaux pour aller au Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, certains sont remontés pour aller jusque Marseille. Hein, ils sont remontés par l'Espagne, ils ont traversé les Pyrénées jusque Marseille pour prendre des bateaux de Marseille jusque l'Algérie, jusque le Maroc. Alors bien entendu, c'est des milliers, hommes, femmes et enfants, qui, une bonne partie d'entre eux sont morts, ils sont fait, c'est les voleurs, les pilleurs, voire même ils sont fait arnaquer, ils sont arrivés à Marseille, pas de bateau, ils ont dû faire demi-tour. Bref, on a comme ça présence sporadique de musulmans, et la plupart du temps ce sont des musulmans qui sont en position de faiblesse. Après, on va voir aussi présence de musulmans esclaves d'Afrique noire, hein, parce qu'il y avait des ports en France qui ont participé au commerce triangulaire avec les Amériques. Donc Bordeaux, hein, Nantes, vous aussi là, le Havre. Donc tous ces ports-là ont accueilli des esclaves. Donc on est au XVIIe siècle, là, au XVIIIe siècle, qui vont servir hein, chez des seigneurs, etc. Après, il faut attendre la fin du XIXe siècle, hein, 1870, la guerre avec la Prusse. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a des soldats musulmans, du moins des indigènes, des Arabes, des musulmans d'Algérie, on ne sait même pas comment les appeler, on est d'accord? Ouais. Normalement, c'est la France, bon, peu importe. Des Algériens qui sont enrôlés, hein, malgré eux, on ne leur a pas demandé leur avis, et qui vont participer à cette guerre, la guerre de Prusse. Donc c'est de la chair à canon, hein. Ce sont des gens qu'on prend, qu'on met devant, et puis qui meurent au combat et qui disparaissent. L'armée française commence à quoi? À s'intéresser, ouais, à ces gens-là. Il y a des Algériens, il y a des Français qui vont en Algérie, hein, et puis qui se convertissent à l'islam, et qui reviennent, et qui gardent des contacts et des relations avec des Algériens, qui les rejoignent. Donc on a quelques Français comme ça, notamment le fameux Philippe Grenier, hein, le médecin Philippe Grenier, ouais, qui va en Algérie rendre visite, rendre visite à son frère qui était dans l'armée, et puis il va être charmé par l'islam, il va se convertir à l'islam, il va revenir en France, d'ailleurs pas loin de chez vous. Hein. C'est quoi la ville de Philippe Grenier? Pontarlier. Hein? C'est plus bas. Pontarlier. Hein, c'est pas loin de la frontière suisse. Si vous allez à Pontarlier aujourd'hui, il y a une mosquée qui s'appelle la mosquée Philippe Grenier. Et vous avez un collège, le collège Philippe Grenier, la place Philippe Grenier. Parce que c'était un notable. Oui. C'est le député qui faisait ses ablutions tout à fait, au bord de la Seine. C'était un notable français, médecin, qui a passé son temps à soigner les pauvres gratuitement. Il a participé aux élections législatives et il a été élu député. Donc, il venait même en Bournemouth. Il s'est retrouvé à Paris. Il s'est retrouvé à Paris et il a confondu la religion musulmane avec la culture algérienne. Donc il s'habillait comme un Algérien d'Alger, de Batna, avec le burnous, etc. Et subhanallah, quand c'était l'heure de la prière, il se mettait debout, il faisait le wudu et il priait devant tout le monde. Donc ça a attiré les badauds, les curieux. Hein, c'est la première fois que des gens voient ça. Il a fait des articles de journaux, mais pas aussi véhéments. Vous savez, pas des articles de journaux aujourd'hui islamophobes. C'était juste de la curiosité. Hein. Et il va faire l'erreur de sa vie. Ouais, il va essayer d'interdire un alcool qui était très répandu et fabriqué là-bas, qui s'appelle l'alcool d'absinthe, ouais, qui est terrible. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si tu interdis cet alcool, c'est des centaines et des milliers de personnes qui vont se retrouver au chômage, et des gens qui vont perdre leur business. Donc il a perdu les élections. Hein, il n'avait pas le sens des priorités. Ouais, il ne savait pas que cet alcool, pour les non-musulmans, il n'est pas interdit. C'est pas haram. Pour les musulmans, il est interdit. Donc on a comme ça des musulmans en France, ouais. On a des convertis. Un autre converti qui s'appelle Dinet, D-I-N-E-T. François
Étienne Diné. Après, il va aussi confondre la culture algérienne avec l'islam. Il va se faire appeler El Hajj Nasruddin. El Hajj Nasruddin Diné. Et il a écrit, c'était un peintre français, un écrivain. Il a écrit un livre sur la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est mignon, qui est très bien. Bon, avec des histoires un peu farfelues, parce qu'il n'avait pas les sciences du hadith, mais c'était son niveau. Hein? François-Étienne Diné. Bon, à partir de la Première Guerre mondiale, là, des musulmans en France, ils vont en avoir. Hein, des centaines, des milliers, mais dans l'armée. Et l'armée française n'a pas de problème avec des soldats musulmans qui pratiquent la religion. Hein, ils font leurs prières, on essaie de leur donner tout ce dont ils ont besoin. D'ailleurs, il ne reste pas longtemps à vivre, hein, puisqu'ils vont tous finir martyrs de la nation. Et donc, ils sont là, mais ils ne sont pas là avec l'intention de rester. D'ailleurs, ils sont là malgré eux. Quoique, vous serez étonnés si je vous dis que la première mosquée de France, c'est... Alors, attendez. La première mosquée métropolitaine. Hein, c'est-à-dire de l'Hexagone, de chez nous, parce que la première mosquée de France avec les départements d'outre-mer, c'est celle de l'île de la Réunion, de la mosquée de Saint-Denis à l'île de la Réunion qui date de 1850. Ce sont nos frères indiens de l'Inde, d'une région de l'Inde qui s'appelle le Gujarat. Hein, là, on est dans le Rajasthan. Vous remontez un peu vers l'ouest, hein, du côté de la mer, là, vous avez une région qui s'appelle le Gujarat, où il y a énormément de musulmans. Et ces Gujaratis, ouais, c'était des commerçants dans le sang. Et ils avaient des contacts avec les musulmans de Oman. Ouais, Oman, le Yémen, le Mozambique. Ouais. Il y avait des échanges commerciaux. Donc ces Gujaratis vont faire du commerce et ils vont s'installer à l'île de la Réunion. D'accord ? Et eux, ils sont partis pour rester là-bas. D'ailleurs, vous savez ce qu'ils vont faire ? La première des choses qu'ils vont faire quand ils arrivent à l'île de la Réunion, c'est une mosquée, une école et des commerces. Ouais. Mosquée, école, commerce. Pas mal quand même. Hein. Une mosquée, pratiquer sa religion, la spiritualité. Une école, l'éducation, la transmission, les enfants. Commerce, il faut de l'argent. Il faut être libre, indépendant, il faut avoir les moyens. C'est pour ça, si un jour vous allez à l'île de la Réunion, vous allez remarquer que les mosquées sont au centre-ville. Mais centre du centre. Tu ne peux pas faire plus centre que ça. Et à partir de cette mosquée qui est au centre-ville, tout autour, les musulmans vont faire des échoppes, des magasins. Eux-mêmes seront des commerçants. Et puis aujourd'hui, ils louent ces magasins à d'autres personnes quand eux-mêmes, ils ne sont pas commerçants. Et ce sont des mosquées qui sont magnifiques, qui sont des chefs-d'œuvre. Et c'est propre, c'est hyper bien organisé. C'est vraiment l'islam de l'île de la Réunion, qui est un islam à l'origine indien. Aujourd'hui, c'est un islam français. C'est du haut niveau. Hein. C'est vraiment du haut niveau. Hein. Ça n'a rien à voir avec certaines mosquées qu'on a vues ici. C'est une autre catégorie. D'accord ? Parce que le niveau intellectuel, le niveau financier des musulmans de l'Inde, c'est la crème. Ce sont eux les plus riches là-bas. En France métropolitaine, alors allez-y, dites-moi, quelle est donc cette première mosquée en France métropolitaine ? C'est la mosquée de Paris. La mosquée de Paris, c'est ça ? Vous avez tous faux. Eh oui, vous avez tous faux. La première mosquée de France, elle est chez nous, les ch'tis. Bien sûr, il n'y a pas des ch'tis pour rien. Hein ? Vous savez où elle se trouvait, cette première mosquée ? Elle se trouvait dans une ville qui s'appelle Pont-de-la-Dole. Vous avez la ville de Douai. Alors, vous avez l'île, à 25 km de l'île, vous avez une ville qui s'appelle Douai, D-O-U-A-I. Douai, collée à une ville qui s'appelle Pont-de-la-Dole. Et dans cette ville, il y a une usine qui s'appelle les Asturies. Cette usine, qui est un grand groupe, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle allait en Algérie pour ramener des minerais, pour les utiliser pour l'industrie française. Elle allait où en Algérie ? Elle allait... Vous connaissez l'ouest, le nord-ouest de l'Algérie ? Vous avez déjà entendu parler de Marnia ? Oui, Oui. frontière. Avec le Maroc. Marnia,
Quoi encore? Ghazawat? Tlemcen. Ouais. Non, Tlemcen, t'es parti loin. Ouais. Sabra. Vraiment, à côté de la frontière. Affaire. Voilà, à la frontière avec le Maroc. C'est là-bas où ils allaient, il y avait des mines, ils extrayaient du minerai, et ils le ramenaient à Douai, les Asturies, mais ils ramenaient avec eux des ouvriers, des Algériens pour travailler. Ah oui, main-d'œuvre pas chère. Donc, dès 1917-18, on a des Algériens qui viennent en France pour travailler, pas pour la guerre. Ils s'installent et ils font une mosquée à l'intérieur de l'usine. Hein, le PDG de l'usine leur fait leur petite mosquée, comme ça ils sont bien, ils sont tranquilles. Ils n'ont pas leur femme pour l'instant. Juste pour la petite histoire, j'ai prié dans cette mosquée. Eh oui, en 1977-78, elle existait encore. On arrivait, l'entrée de l'usine, grand portail, ici sur la droite, il y avait la mosquée, qui a été fréquentée jusqu'en 1989. 1989, les musulmans de Pont-de-la-Dole vont construire une mosquée en ville, qui existe toujours, qui est magnifique. Le président fondateur de cette mosquée, c'est un ami, Al-Hajj Kebdi, un homme plus sincère, plus dévoué que lui, ça n'existe pas. Et quand ils ont déménagé, le complexe, hein, tout ça, ça a été détruit. Alors, vous le saviez? Vous ne le saviez pas? 10 euros. Celui de Paris, ça donne de plus en moins, je pense. Pas du tout. Parce que Paris, c'est 1924-26. Parce qu'il y en avait du temps de l'Empire ottoman, ça. À l'époque de l'Empire ottoman, la seule mosquée qu'il y a eu, c'est à Toulon. Ouais. Il n'y a pas eu. Tu n'as eu un Paris. Alors, peut-être dans l'ambassade ottomane, mais une mosquée à l'extérieur, non. Non. Du côté de Narbonne, il n'y avait pas eu quelque chose? Narbonne. Ouais, mais ça, on l'a dit tout à l'heure. Ah bon, je l'ai pas entendu. Mais ça, c'est au 9e siècle, au 10e siècle. Ouais, on a un 8e siècle. D'accord? Après viendra la fameuse mosquée de Paris. Ok? La mosquée de Paris, dans un premier temps, elle était gérée par les Marocains. Vous savez ça? Par les Marocains. Ah ouais. Par les Marocains. Et après, des accords avec la France, bref, j'entre pas dans les détails, la mosquée de Paris va devenir la succursale de l'ambassade de l'Algérie, encore aujourd'hui. Peu importe. En tout cas, sachez qu'il y a des musulmans. Et si, au début du siècle, il y a des musulmans, sachez que généralement ce sont des jeunes hommes célibataires, ou des jeunes hommes mais qui ont laissé leurs femmes et leurs enfants en Algérie. Mais à partir des années 30, on commence à avoir en France des familles, des Algériens installés en France avec leurs femmes et leurs enfants. La majorité sont des immigrés. Paris, la région parisienne, Lyon, la lyonnaise, Saint-Étienne, Marseille. Mais bon, Marseille, c'est l'Algérie. Non, pas encore, c'est pas encore l'Algérie, excusez-moi. Donc Marseille. Et puisqu'il y a pas mal d'Algériens, regardez ce qui va se passer. En Algérie, dans les années 30, des savants musulmans vont s'organiser et créer une association qui s'appelle Jam'iyatu Ulama al-Jazair, l'association des savants d'Algérie, fondée par un pilier de l'islam qui s'appelle Cheikh Abdelhamid Ben Badis. D'accord? Avec ses collègues Cheikh El-Bashir, Bashir l'Ibrahimi, Cheikh Foudail El-Wirtalani, Naam, Cheikh Sahnoun, qui est décédé il y a à peine 10 ans. Ce sont des savants musulmans qui ont étudié à Zeytouna, certains au Caire, qui reviennent en Algérie avec l'objectif de réveiller la flamme dans le cœur des Algériens qui a été plus ou moins éteinte par l'acculturation, par la colonisation. Donc, ils se structurent. Vous savez par quoi ils passent? On va enseigner la langue arabe qui était interdite. Ouais. En enseignant la langue arabe, tu enseignes automatiquement le Coran. Est-ce que vous savez que cette association de savants musulmans vont penser aux Algériens qui sont en France? Et ils vont envoyer des imams en France pour structurer
la communauté algérienne de France. Et ils vont ouvrir, on n'appelle pas ça des mosquées, mais des salles de prière, c'est ça, hein, des locaux. Et derrière, l'objectif, c'est d'éduquer ces Algériens qui sont en métropole. Hein, en métropole. D'accord. Les autorités françaises suivent, ouais, sont au courant, ils laissent faire, et à un moment donné, ils ferment tout, ils interdisent tout, parce qu'ils ont compris que derrière la culture, il y avait la religion. Allez, vous enseignez l'arabe, mais au final, vous allez les ramener au Coran, vous les ramenez au Coran, vous allez leur dire que vous devez combattre, le colon et libérer votre pays, donc stop, arrêtez les mecs. Ok? Donc c'est interdit, mais ça n'empêche que les musulmans font ce qu'ils peuvent. On est d'accord? Ah non, j'ai oublié quand même, j'ai oublié de vous dire. Fin du 19e siècle, il y a des musulmans qui viennent en France pour étudier. Voilà, ça j'ai oublié de le dire. Des étudiants, envoyés par différents pays. L'Égypte, ouais, envoie des étudiants. Et quand ces pays-là, c'était une partie de l'Empire ottoman, envoyaient une vingtaine d'étudiants à Paris pour étudier, ils envoyaient avec eux un imam. Pourquoi? Pour le berger qui garde le troupeau, hein, pour leur permettre de ne pas oublier leur religion. Par exemple, il y a un grand cheikh qui est venu en France, qui s'appelle Cheikh Tahtawi Jawhari. Hein? Pas lui. Cheikh Tahtawi Jawhari. D'ailleurs, vous savez ce qu'il va faire? Après, il va écrire un livre où il va raconter tout ce qu'il a vu à Paris et mettre en exergue l'avance civilisationnelle de la France sur l'Égypte. Ouais. Son livre, il s'appelle Al-Dhahab al-Ibriz fi Akhbar Bariz. Ouais. L'or pur au sujet de l'histoire de Paris. Ouais. Il décrit la France du 19e siècle, ouais, la révolution industrielle, etc. Puis il dit, on a du boulot, on a du retard. Donc on a comme ça des groupes, des personnes qui débarquent et qui repartent. Attendez, non, est-ce que vous savez qu'il y a des sommités intellectuelles qui arrivent en France? Par exemple, je sais pas, peut-être vous avez... Si, je pense que vous avez tous lu ou vous connaissez le livre qui s'appelle La morale dans le Coran. Non, ça vous dit rien? C'est 2 gros volumes comme ça. La morale dans le Coran, c'est la thèse de doctorat d'un cheikh qui s'appelle Cheikh Abdullah Draz, qui deviendra Cheikh Al-Azhar. Ouais, Cheikh Abdullah Draz. Il a fait sa thèse de doctorat à la Sorbonne. Donc qu'est-ce qu'on a en France? On a des individus très calés qui sont là momentanément, mais ils sont dans un cercle fermé. L'université, les étudiants, tu vois, ils ne sont pas en contact avec le peuple. En fait, il faut attendre... Oui, Jamal Del Afrani, effectivement. Il a séjourné en France. Mieux, c'est ce qu'il a fait. Il a carrément publié son journal en France. Al-Urwatul Wusqa. Mais c'est toujours restreint. Tu vois, pas de... Mais il va y avoir des échanges. Par exemple, entre Mohamed Abdo et Ernest Renan sur la religion. Mais bon, ça ne touche pas ni le peuple français, ni les musulmans qui étaient en France. La grosse vague, après la Première Guerre mondiale, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc les musulmans qui débarquent en France par centaines de milliers dans l'armée française, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Sénégalais, d'accord? On a les chiffres exacts. Le contingent le plus important sont les Algériens, bien entendu, puisque l'Algérie, c'était la France. Non. Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez. C'est de la chair à... Vous voulez la preuve? Non, pas un bouclier humain, de la chair à canon. Allez, je vous raconte une anecdote. Je suis un ch'ti. Je suis né dans une ville qui s'appelle Denain, mais j'ai vécu toute mon enfance dans une ville qui s'appelle Bouchain. B-O-U-C-H-A-I-N. Petite ville, Bouchain. C'est là où j'ai toujours vécu jusque récemment.
Il y a 2 ans, la ville de Bouchain organise la projection d'un film réalisé par un Belge qui s'appelle Morad Boussif. Le film s'intitule Les Hommes d'Argile. Il a essayé de le faire financer, il a galéré, il a connu l'enfer mesquin. D'ailleurs, la plupart des acteurs ont joué bénévolement. Deuxièmement, essayer de le faire passer au cinéma, à la télé, rien du tout, boycott sur le film. Donc il essaie de diffuser son film comme ça, hein, des associations qui l'invitent, etc. Donc moi je reçois l'invitation, je prends ma meuf, j'y vais. D'accord? Donc le film est projeté. C'est quoi le film? C'est l'histoire, ouvrez bien vos oreilles, de ces Marocains qu'on est allé chercher dans les campagnes marocaines. Recrutement, campagne de recrutement 1939-40. Donc les soldats français débarquent, ils utilisent des relais, donc des Arabes de service, qui vont et qui attirent les jeunes en leur disant: vous allez aller en France, vous allez bosser un peu, vous allez aller dans l'armée, vous allez devenir riches. On leur ment, on les piège, on les enrôle. Certains viennent volontairement, hein, ils pensent que... Bref, c'est des centaines et des milliers de Marocains qui arrivent en France. C'est l'urgence. Hein. Hitler, il avance. Et puis ces Marocains-là, on va les prendre un jour, 2 jours, on va leur apprendre à manipuler un fusil, à jeter une grenade. Ben, ouvrez vos oreilles. Donc Hitler y arrive par le nord, hein, la Pologne, la Belgique, ouais. La Blitzkrieg. Et t'arrives pas à l'arrêter, Hitler. D'accord? En plus, on n'était pas prêts, nous, Français. Et on l'attendait à l'Est, il nous a arnaqué, il est passé par l'Ouest. Hein, je ne vous fais pas l'histoire. Ben, ouvrez vos oreilles. Je ne sais plus, la 5e division blindée allemande arrive, ouais, du côté de Valenciennes, Mons-Valenciennes, ouais, Jean-Loup, la ville de Jean-Loup, là. Ouais. Donc, il défonce tout sur son passage. C'est la panique, l'état-major français panique. Parce qu'Hitler, il va où? Il va à Paris. Ouais. Donc, l'état-major français appelle au repli. Tout le monde se replie. Sauf certaines personnes qui doivent rester pour retarder l'avancée de l'armée allemande. Et Hitler, il est obligé de passer, vous savez par où? Par Bouchain, Cambrai, Bapaume, Senlis. Ouais. Ben, vous savez, on a ramené des Marocains. Je crois qu'ils ont fait 17 km à pied. On a un canal qui s'appelle le canal de l'Escaut. Ouais, qui passe. On les a ramenés. Alors, les chiffres exacts, je ne sais plus, ils étaient 200 ou 300, peu importe. On les a mis là, on leur a donné l'armement. L'armée française s'en va, la population s'en va, parce que les Allemands, ils bombardent tout. Hein. La ville de Bouchain est détruite, ouais. Mais la 5e division blindée de l'armée allemande est freinée dans la ville de Bouchain. Pendant 1 semaine, impossible d'avancer. Il y a un groupe de résistants qui nous empêche d'avancer. Astérix, les derniers résistants. Ces Marocains, 20 nu-pieds, ont arrêté. Hitler, jusqu'à présent, personne ne l'a arrêté. Hein. Les premiers qui l'arrêtent, ce sont des Marocains. Où ça? À Bouchain. On regarde le film il est poignant. Hein. Le film, tu as intérêt de préparer un paquet de mouchoirs comme ça. Tu passes ton temps à pleurnicher. Tellement c'est poignant. Tu vois, c'était l'histoire d'un jeune, il vient de se marier, parce que ça fait à peine 6 mois, on l'a arraché de sa femme, il est venu en France. Bref, le film, il est horrible, du moins. Ouais. L'auteur, le réalisateur était là, Morad Boussif, l'acteur principal, ouais, ils étaient là. Et après, vous savez ce qui va se passer? L'adjointe à la culture de la ville va nous faire un exposé d'une demi-heure sur ce que je viens de vous raconter maintenant succinctement. Hein, l'armée allemande qui arrive, les Marocains qui arrêtent, et, vous êtes prêts? Hitler, avec son état-major, débarque à Bouchain. Ah. Et vient voir qu'est-ce qui s'est passé à Bouchain. Qu'est-ce que cette ville a d'exceptionnel? Qui sont ces gens qui nous ont arrêtés? Et c'est super, vous savez pourquoi? Parce qu'on a les photos, on a les diapos, et tu vois Hitler qui se balade dans la ville de Bouchain. C'est impressionnant. Un groupe de quelques centaines
Ils sont tous morts, hein. Ça va. Ouais. Après Hitler, il a continué sa route. Vous savez ce qui fait mal? C'est que cette adjointe à la mairie, à la fin, elle nous dit on doit avoir honte de ce qu'on a fait. Ces gens-là n'ont même pas été répertoriés parmi les morts, hein, la liste des morts pour la France. C'est une liste à part. Et Zama, vous croyez que leurs veuves ont reçu une pension jusque la mort? Rien du tout. De la chair à canon qu'on a mis devant pour arrêter les panzers. Fakat. Et ça s'est fait partout en France. Puis après, on sait très bien ce qui s'est passé en 1945. Hein? Le débarquement, entre nous, hein, les Américains, bon, ils sont un peu battus, mais ceux qui sont vraiment battus, c'est les Sénégalais, c'est les Algériens qu'on mettait toujours devant. Hein? Monte Cassino. Monte Cassino, c'était imprenable. Hop, ramenez les Marocains, ramenez les Algériens, ramenez les Sénégalais, allez-y, ils prenaient, la moitié, les trois quarts mouraient, et après nous on arrive, Français, et on plante le drapeau, on a gagné. Ah, si seulement ces gens-là avaient été honorés comme... Ouais. Est-ce que vous savez que cette question des soldats musulmans qui sont morts est restée en suspens pendant 60 ans? Et l'État français n'a jamais voulu régler le problème jusqu'à ce qu'ils meurent tous. Le dernier soldat sénégalais il est mort il y a 3-4 ans. Et ils ont gagné du temps jusqu'à ce qu'ils crèvent tous. Comme ça, on n'a rien à payer. Parce qu'il faudrait des dédommager. Bon, bref, laissez tomber. 45, la France est détruite. Vous le savez. Donc il faut quoi? Il faut des bras. Et là, on ramène par dizaines de milliers des gens pour construire. Après l'avoir défendu, versé son sang, maintenant c'est une génération de musulmans qui arrivent en France pour verser leur sueur, pour construire ce qui a été détruit.